Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Après avoir vécu un passé tellement discret que vous en conservez très peu de souvenirs, vous êtes devenue une femme qui, à travers le verbe, ne cesse jamais de s'interroger sur le présent et le futur. Votre nouveau roman, un sujet brûlant qui débute par un moment de douceur. Bonjour Mazarine Pinjot. Bonjour. Alors, je vous avais accueilli tout au début des Clés d'une vie et vous êtes aujourd'hui ma 1200e invité, vous voyez. Très honoré. C'est un chiffre rond et puis c'est très bien. Alors, nous parlerons tout à l'heure de ce salon de massage, ce nouveau roman qui paraît chez Mallet Barreau. Et en même temps, on va parler de votre vie. Alors, j'ai trouvé des choses un peu différentes de la première fois pour parler de votre parcours. Et la première date que j'ai trouvée, car c'est le principe des Clés d'une vie, des dates, c'est le 27 novembre 1986. C'est votre première manif, écoutez. Bonsoir, entre Bastille et Invalides, sur une bonne huitaine de kilomètres, ce fut une manif en La couleur loi de et en Vaquet, chanson. en novembre 1986, et je crois que c'est votre première manif, Mazarine Pinjot. Bravo, vous avez bien cherché. Oui, c'était ma première manif. J'étais petite, j'étais collégienne. Oui. Donc on était les collégiens qui s'étaient greffés sur la manif pour vivre une manif. On n'avait pas compris tous les tenants et aboutissants du problème, mais globalement, et ça suffisait pour aller manifester. En tout cas, oui, c'est un excellent souvenir. Oui, parce qu'en fait, le principe, c'était sécher les cours plutôt qu'autre chose. C'était faire partie d'un mouvement. Alors, il y avait sans doute sécher les cours, mais il y avait aussi l'idée d'être dans la marche du mouvement, qui était un mouvement jeune. Et je me souviens très bien des slogans. Je pourrais les chanter encore. De vaquer. C'était des slogans, vous vous en souvenez? Ouais. De vaquer si tu savais ta réforme. Après, c'est toujours les mêmes. Mais... En fait, Jacques Chirac était arrivé à Matignon, voulait faire passer une loi introduisant une sélection à notre université, la réforme d'Alain de Vaquet, et puis la jeunesse est venue dans la rue et il n'y a jamais eu de réforme, quoi. Ça s'est arrangé. Alors, finalement, ça, c'était vos débuts politiques, mais adolescente, Mazarine Pinjot, la politique, ça vous intéressait pas? Vous n'aviez pas de conscience politique? Adolescente, pas trop. J'avais une petite conscience politique, mais je pouvais difficilement en discuter avec mes amis, ne pouvant pas vraiment dire d'où je parlais. Donc c'est ça qui rendait ma parole un peu compliquée et un peu illégitime. C'est toujours difficile de s'engager dans quelque chose quand on ne peut pas dire d'où on s'engage. Et donc voilà, c'était un peu biaisé de ce point de vue-là, mais par ailleurs, c'était des choses qui m'intéressaient. Vous lisiez les journaux, vous suiviez l'actualité? Non, pas trop. Je lisais pas les journaux. Je suivais l'actualité en regardant le 20h. C'était à l'époque la grand-messe du soir. Donc oui, je suivais l'actualité, mais je lisais pas les journaux quand j'étais jeune. Et toujours pas, d'ailleurs. et adolescente, je crois que on ne parlait pas politique à la maison, ni par votre mère, encore moins par votre père. Pas trop. En effet, pas trop. Pas politique au sens de grands débats idéologiques. Après, il y avait des... comme lorsqu'on rentre le soir chez soi et qu'on raconte un peu sa journée, mais de fait, c'était politique parce que le métier de mon père était politique, mais c'était pas dans le sens de débat, d'idées. Et en même temps, vous écoutiez ça comme une fille qui écoute son père sans vous rendre compte au départ de la dimension que ça représentait. En tout cas, je me rendais bien compte de la dimension que ça représentait, dans le sens où je savais bien qu'il était président, c'est pas rien, mais ça rendait justement le dialogue politique un tout petit peu compliqué, bizarrement. Parce qu'il était à une position qui faisait que... qu'à la fois il était dans des responsabilités et également dans des idées très fortes. Donc, pour moi, adolescente, ou quand on est adolescent, on a plutôt tendance à contredire ses parents. J'étais forcément plus à gauche beaucoup plus à gauche que mes parents. Mais ensuite, évidemment, je pouvais pas tenir la discussion très longtemps parce que de fait, il était un petit peu plus savant que moi sur la question. Oui. Et il était au courant que vous étiez allé manifester pour la loi de Vaquet? Oh oui, je crois. Oui. Ça l'avait fait rire, ça, je pense. Oui, je pense. Pas de problème. Alors, je ne me souviens plus très bien, mais oui. Alors, il se trouve, Mazarine Pinjot, qu'à l'époque, vous avez été au collège. Je crois que c'est l'école Saint-Benoît, votre premier collège. Non, ça, c'était l'école primaire. Primaire, oui. Ouais. Après, j'étais oui, c'est l'école primaire, c'est ça. Ouais. C'était une école élémentaire publique qui était au départ une école de garçons, qui était une école de filles ensuite, et il y a eu une synthèse. Voilà, vous êtes plus informé que moi. Et d'ailleurs, je crois que à cette école, c'est aussi Anthony Delon qui a été jeune élève dans cette école. Et donc, l'école primaire, c'est le point de départ. L'école, vous l'aimez tout de suite?
J'aime et j'aime pas. Enfin, en fait, c'est assez ambivalent. J'aime apprendre. Voilà, c'est les premières sociabilités, surtout l'école, c'est là où on rencontre ses copains. Enfin, c'est en ça que c'est important. Donc, j'avais des copines très importantes justement dans ma vie, avec qui j'ai pu partager justement le secret assez rapidement. Mais elles étaient très peu nombreuses, mais elles étaient quelques-unes, ce qui a beaucoup atténuer la difficulté de la situation, enfin la complexité, on va dire, de la situation. Pour autant, c'était compliqué quand même parce que justement cette sociabilité, elle était un peu en porte-à-faux. J'avais donc ces copines proches qui étaient un peu comme une armure, et puis le reste, je pouvais encore une fois ni trop m'exposer. Il y avait des rumeurs, je les démentais, mais en même temps c'était toujours un peu inconfortable. Et puis bon, on connaît la violence des cours de récré, hein. On sait bien aujourd'hui que c'est encore plus décuplé par les réseaux sociaux, et évidemment personne n'en est indemne. Et donc quand il y a des rumeurs, ça prend très rapidement. Et donc non, voilà, c'était ambivalent. À la fois j'aimais, mais j'ai pas l'impression d'avoir été si confortablement installée que ça à l'école. Oui, mais il faut rester justement neutre, et puis il faut rester forte par rapport à ces rumeurs, par rapport aux réactions des autres élèves. Il faut avoir un sacré caractère, Mazarine Pinjot. Je crois qu'on n'a pas le choix, surtout, et donc on se barricade un petit peu. Oui, enfin, ça crée. Je sais pas si c'est du caractère, mais ça crée quelque chose une forme de résistance, mais je sais pas si je la souhaiterais non plus à mes enfants. Enfin, je sais pas si cette résistance elle est vertueuse, ou si elle crée de la force, ou si elle fragilise aussi. Je sais pas, mais de toute façon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Mais c'est le cas de beaucoup d'enfants à l'école. Et en même temps, vos engagements se limitaient à porter, je crois, le badge "Je touche pas à mon pote". Oui, quand on était adolescent, on était vraiment pile poil dans cette génération. On était tous SOS racisme. C'était vraiment, enfin, on portait tous le badge. Ça allait de soi. Enfin, et c'était un engagement très très beau. Ça nous rendait très heureux, en tout cas. Et puis c'était aussi une forme d'appartenance à cette génération, à cette diversité. Donc oui, c'était important. Et le slogan, je crois, a été trouvé par un journaliste qui s'appelait Didier François, et c'est une référence à Solidarność de Les Wałęsa. Et les premiers soutiens de Touche pas à mon pote, ça a été Yvan Dautin, chanteur, et Coluche, les deux premiers qui ont accepté de venir. Oui. Et la campagne de pub a été orchestrée par Thierry Ardisson, qui ne travaillait pas encore à la télé. Alors, il y a eu ensuite Henri IV, qui est un des lycées qui mène aux grandes écoles, l'un des lycées les plus forts de Paris. Là aussi, c'était pas facile parce qu'il fallait beaucoup travailler, Mazarine Pinjot. Oui, mais ça, j'ai toujours aimé travailler, et déjà, j'aimais travailler d'une certaine manière. J'étais très laborieuse. Je suis pas très douée, mais alors très laborieuse. J'avais l'impression qu'il fallait que je travaille plus que les autres pour y arriver, et donc j'ai beaucoup travaillé, c'est vrai. Je pense aussi que ça remplit un vide à une certaine époque, justement d'une certaine sociabilité un peu légère, un peu festive, qui est arrivée plus tard finalement. Oui. Mais à ce moment-là, c'était compliqué, donc je me suis un petit peu réfugiée dans le travail. J'aimais lire, j'aimais apprendre. Bon, voilà, mais encore une fois, j'étais assez laborieuse en fait. Oui, et je crois que l'un des grands travaux de votre jeunesse, ça a été le concours de Normal Sup. Ça a été un véritable défi. Oui, parce que c'est dur de passer des concours. C'est dur non pas dans le sens où c'est difficile scolairement parlant, même si oui, ça allait, bon, c'est un concours quoi. Mais c'est dur parce que on y met toutes nos forces, et on fantasme beaucoup de choses en fait sur un concours, et on y fantasme surtout une sorte de salut. Et donc moi, j'avais l'impression, comme certains autres, pas tout le monde, hein, il y a des gens qui gèrent ça beaucoup mieux que je ne l'ai fait. J'avais l'impression que si je l'avais pas, j'allais mourir. Enfin, et qu'il fallait vraiment que je l'ai pour faire enfin commencer la vie. Alors, je pense que c'était lié à des raisons aussi très personnelles, qui étaient celles du problème de légitimité. Je pense que j'avais besoin de passer des concours pour me prouver à moi-même et éventuellement aux autres que j'étais légitime. Et donc, il y avait un enjeu très existentiel. Et je pense que c'est pour ça que ça a été une année de concours difficile et violente d'un point de vue plus affectif et émotionnel que d'un point de vue purement intellectuel, parce que ça, tout le monde est soumis à la même contrainte. Oui, mais en même temps, une fois passé ces concours, vous êtes aperçu que finalement, ça changeait pas grand-chose. Non, justement, ça sauvait pas du tout. Et donc, rebelote, il a fallu en passer d'autres. Non, bien sûr, c'est ça le problème des concours. J'étais très remontée à l'époque contre les concours, je le suis un peu moins aujourd'hui. C'est que j'avais, pour plein de raisons, alors je vais en dire juste quelques-unes, en tout cas, les raisons personnelles, c'était que justement, je trouvais
ça permettait, enfin ça offrait un lieu de fantasme complètement excessif et illusoire. Et soit on ne l'avait pas et donc le fantasme demeurait toujours très fort, soit on l'avait et finalement ça changeait rien. Donc c'était de toute façon déceptif. Alors en réalité, avec du recul, c'est pas tout à fait vrai parce que quand même moi ça m'a inscrit quelque part dans une trajectoire et ça a peut-être aussi un petit peu calmer ou soigner une certaine forme de sentiment d'imposture. Donc malgré tout, finalement, ça m'a fait du bien, mais c'est vraiment après coup que je peux en parler. Oui, et d'autres qui ont passé des concours comme Fleur Pellerin ou le danseur étoile Germain Louvet disent que ça leur a pas apporté grand-chose, sauf une rigueur ensuite dans le travail et dans la vie. Ah oui, ça en revanche, sur la méthodologie, surtout les classes prépa, ça apprend à travailler. C'est sûr que c'est un temps gagné extraordinaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vraiment souffert à travailler en classe préparatoire et dans les grandes écoles. Après, on a une méthode qui a toute épreuve, quoi. Et donc, on est rapide, on est efficace, mais ça fait de nous, en tout cas, de bons petits soldats. Mais bon, pour autant, ça rend pas sage ou plus intelligent que la moyenne, mais ça donne une méthode. Voilà. C'est vrai, c'est utile. Et votre méthode a servi. Et il y a une autre date importante dans votre vie, elle n'est pas liée directement à vous, mais c'est un rapport. C'est le 4 janvier 1981. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Mazarine Pinjot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mazarine Pinjot. Nous parlerons tout à l'heure de ce nouveau roman, Le salon de massage chez Mialet Barreau. Mais on revient à une date, le 4 janvier 1981. C'est les débuts de ce feuilleton. Écoutez. Et si je parle de Dallas et vous souriez, c'est que vous avez joué Dallas avec votre père François Mitterrand. Oui, on le regardait tous les samedis soirs, c'était le samedi soir. Hein, ouais. Oui. Et donc c'était le rendez-vous du week-end. Moi j'adorais les feuilletons, même les plus pourris. J'ai toujours beaucoup aimé ça. Alors en fait je regarde pas plus tant que ça de séries parce que c'est extrêmement chronophage et qu'il faut trouver le temps. Mais ouais, j'étais complètement addict. Et puis il y avait ce côté-là, j'aimais bien justement lorsqu'il y avait la télé et pas encore les plateformes. C'était précisément ce rendez-vous qui scandait un petit peu la semaine, le fait qu'on attende pendant une semaine pour avoir la suite. Et ça, c'était comme une sorte de rituel et c'était assez appréciable. Et donc je crois que vous jouiez avec François Mitterrand, lui était JR et vous sous Hélène. Oui, alors c'était... Oui, voilà. Vous avez des dialogues entre vous, vous improvisiez les dialogues, vous repreniez les dialogues du feuilleton. Oui, on caricaturait sous Hélène qui était complètement sous et JR qui était toujours un salaud. Et il se trouve que l'apparence physique de JR, je ne sais pas si vous le savez, le modèle, c'est John Kennedy quand il était président. Ah ouais. C'est assez drôle. Ouais. Alors finalement, vous avez grandi dans une bulle sans mesurer que vous étiez un secret d'État au départ, Mazarine Pinjot. Ah. C'est difficile de mesurer quand on est dedans, parce qu'on n'a pas justement de critères à l'aune duquel on peut mesurer les choses. C'est quand on vit dans quelque chose, comment avoir le recul pour ensuite lui donner une valeur, une mesure. Voilà, c'est la comparaison qui permet de mesurer. Donc mesurer, oui et non, mais en même temps, j'avais quand même conscience du poids que j'avais sur mes épaules, c'est-à-dire d'une forme de responsabilité qui fait que j'ai vraiment tenu le secret comme si là aussi c'était une question de vie ou de mort, alors que j'aurais très bien pu ne pas le tenir. Alors évidemment, quand j'étais toute petite, j'ai pu dire ce que j'avais pas le droit de dire, mais fondamentalement en réalité je l'ai vraiment tenu. Et c'était devenu comme une forme d'identité pour moi. Donc j'avais quand même la mesure, je sais pas, mais j'avais tout à fait le sentiment que c'était quelque chose d'important, à tel point que ça conditionnait toute mon existence. Donc, j'avais ce sentiment-là. Après, savoir ce que c'est qu'un secret d'État, tout ça, bon, c'est plus tard qu'on en comprend les modalités. Mais à la limite, ça c'est pas très grave. Ce que je ressentais, c'était ce poids, l'importance et l'enjeu. D'ailleurs, la première fois, je crois, à l'école, vous l'avez dit et personne ne vous a cru, Mazarine Pinjot. Alors oui, voilà, il paraît, mais moi je m'en souviens plus du tout. On m'a rapporté que je l'avais dit. C'était au tout début, donc j'étais pas encore bien formatée. Et voilà, mais on ne croyait pas, on m'a pas cru, paraît-il.
Et ma mère aurait dit, paraît-il, ma fille ne ment jamais. Mais franchement, je ne me souviens pas du tout de cet épisode. Vous savez, quand on devient public, les gens racontent beaucoup de choses sur vous qui vous échappent. Alors parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses. Et donc vous avez du mal à faire la part des choses. La légende raconte qu'à la case profession du père, vous avez marqué président de la République. C'est ça? Ouais, j'ai aucun souvenir de ça. Je me souviens en revanche d'avoir mis avocat ou ou barré. C'est-à-dire que j'essayais toujours d'être au plus proche de la vérité. J'arrivais pas à mentir, même si je devais rien dire, j'arrivais pas à mentir. Donc je donnais quand même une profession qu'il avait eue. Il avait été avocat. Oui. Où je mettais rien comme ça. Je mentais par omission, mais l'omission c'était moins grave que j'arrivais pas à inventer en fait. J'aurais pu m'amuser à inventer des choses et j'y arrivais pas. Et mais moi je me souviens parce que la rumeur courait. Un jour Marlène Dietrich, qui lisait ma rubrique, me téléphone un jour et me dit: vous savez, François Mitterrand a une fille naturelle qui s'appelle Mazarine. Je lui dis: comment le savez-vous, Marlène Dietrich? Elle était enfermée chez elle. Elle me répond: quand on a travaillé avec les services secrets pendant la guerre, il en reste toujours quelque chose. Waouh, c'est chic, Marlène Dietrich, carrément. Carrément. Alors, il se trouve que finalement, vous revivez aujourd'hui cette époque par les photos qu'on vous montre. Par exemple, à Château-Chinon, j'ai vu un reportage où vous découvrez une photo de vous en pull, parce que tout ça est passé complètement à l'as dans votre mémoire. C'est-à-dire que... En effet, j'ai une mémoire assez faible. J'ai du mal à... Alors pour tout, hein, enfin, après si on me montre des photos, si on me rappelle quelque chose, je m'en souviens, mais je suis pas capable moi-même de convoquer mes souvenirs. Mais je pense que c'est beaucoup dû, en tout cas à toute cette période, au fait que ça ne pouvait pas être extériorisé, partagé, évoqué, répété. Souvent les souvenirs, ils finissent par s'inscrire parce que ils sont parlés par les uns et les autres, qui se les rappellent, qui je sais pas, qui se montrent des photos, ou juste qui se le re-racontent. Et en fait, quand votre vie ne peut pas être soumise à ce traitement, c'est vrai qu'elle a tendance à s'effacer un petit peu. Alors, j'ai peut-être occulté certaines choses, mais je pense que c'est à cause de ça. Il y a peut-être d'autres raisons. J'ai vu une photo de vous sur Internet à Osgore, à 8 ans, au Club des Pingouins. Je sais pas, c'est assez... Ah oui, ça en revanche, je m'en souviens bien. Mais parce que ça, je m'en souviens bien, puisque tous les ans, j'allais au Club des Pingouins et que j'adorais aller au Club des Pingouins. C'était le plus grand bonheur pour moi. C'était l'été avec mes cousins au Club des Pingouins. Enfin voilà, ça c'était l'enfance. Voilà. Et le Pingouin, c'est Alfred, de Zig et Puce et Alfred, première bande dessinée d'Alain Saint-Augan, qui était l'un des maîtres de la BD des années 30-50. Et ce pingouin était le symbole de sa BD. Alors finalement, il y a eu aussi, c'est passé tout ça. Et aujourd'hui, François Mitterrand est entré dans l'histoire. Et finalement, vous avez décidé d'abord de devenir Mazarine Mitterrand-Pinjot. Je crois que c'est un décret du 8 novembre 2016. C'est un devoir pour vous? C'est une question que je me suis longuement posée. Pendant longtemps, j'ai décidé de ne pas prendre le nom. Enfin, j'ai décidé. En fait, c'est pas une décision. Je le portais pas. En réalité, pour porter son nom, enfin, puisque c'est quand même mon nom, il faut faire une démarche, même si vous êtes reconnu, une démarche auprès d'un juge. Il faut écrire une lettre. Il faut justifier, en fait. J'ai toujours trouvé extrêmement humiliant d'être obligé de justifier sa filiation. Par ailleurs, je considérais que la famille de ma mère, c'était ma famille dans le sens où j'avais grandi dans cette famille, donc mon nom de famille. À travers lui, je rendais hommage aussi à ma famille, dans laquelle, encore une fois, j'avais grandi, que je connaissais vraiment. Je connais maintenant d'autres membres de ma famille paternelle, mais c'est pas pareil de passer son enfance dans une famille, de rencontrer plus tard les membres d'une autre famille, même si c'est toujours la vôtre. Et donc pendant longtemps, j'ai pas souhaité faire cette procédure. Et puis finalement, à un moment donné, je me suis dit bon, c'est pas bien. Le nom du père, c'est important quand même si j'en parle pas. Et bon, là, j'en parle du coup, mais c'était pas censé être su. Mais voilà, même si je le mets pas forcément en avant. Mais voilà, dans mon propre héritage, et puis aussi par rapport à mes enfants, j'ai considéré que c'était important de prendre le nom de mon père, puisqu'après tout... j'étais sa fille et que c'était naturel de prendre son nom. Et je l'ai fait. Et alors, en plus, aujourd'hui, bon, François Mitterrand est entré dans l'histoire, ça c'est clair. Quelques années sont passées depuis sa disparition. Il y a un institut François Mitterrand dont vous êtes administratrice, et
Et ça, c'est très important pour vous aussi, parce que c'est une façon de préparer l'avenir, de contribuer à la connaissance de l'histoire politique et de la société contemporaine. Oui, bien sûr, c'est un institut dont l'enjeu est essentiellement de préserver cette mémoire à travers les archives, les livres, etc. C'est ouvert aux chercheurs qui travaillent sur cette période-là. Donc, bien sûr, ça, c'est absolument fondamental de conserver cette mémoire pour l'histoire. Après, l'Institut fait d'autres choses. Par exemple, on a un petit festival à Jarnac, donc dans la maison natale de mon père, qui se tient tous les premiers week-ends de juillet. Et c'est un très joli festival autour de la parole publique, politique, le discours et également littéraire. Donc voilà, c'est un institut où on essaye de faire des petites choses comme ça, à la fois pour la recherche, parce que c'est son cœur, c'est le sens de cet institut, mais par ailleurs, on crée aussi, on essaye de démultiplier quelques actions culturelles. C'est une façon d'aller au-delà de la vie politique et de la présidence, et d'une forme de postérité pour montrer autre chose. Justement, alors par exemple, ce festival à Jarnac, c'est sur la prise de parole, donc c'est au-delà des clivages politiques, même si évidemment la question du discours et de la parole, elle est éminemment politique. Mais l'idée, c'est de dépasser les clivages au nom de cette mémoire commune, et l'Institut aussi. Voilà. Et j'ai trouvé aussi un jour un livre étonnant, c'est celui que vous avez préfacé entre les entretiens de votre père avec Marguerite Duras. Oui. Ça, c'était très étonnant. Oui, c'est les entretiens qui sont très étonnants. Oui. Surtout, ils sont incroyables. Oui, oui. Enfin, ils sont d'autant plus étonnants que Marguerite Duras, elle est tellement drôle. Enfin, elle est tellement cash, elle parle tellement de manière frontale que c'est génial. Ces entretiens sont formidables, quoi. Ils se connaissaient depuis très longtemps, puisque ils faisaient partie du même réseau de résistance, que c'est lui qui a trouvé Robert Antelme dans le camp et qui l'a en quelque sorte sauvé. D'ailleurs, elle en fait état dans La douleur, dans ce livre qui est vraiment magnifique, qui s'intitule donc La douleur, et qui a été d'ailleurs adapté au cinéma. Et donc, oui, c'était une longue amitié, mais ils s'engueulaient. Enfin, c'était toujours très passionnel, de toute façon, avec Marguerite Duras. Et donc, oui, c'est des entretiens vraiment très, très savoureux. Oui, ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Mais il y a aussi votre histoire. On en parle avec une autre date, le 26 mai 2007. A tout de suite sur Sud Radio avec Mazarine Pinjot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mazarine Pinjot. Nous parlerons tout à l'heure de votre nouveau roman, Le salon de massage, chez Mial & Barreau. Et j'ai trouvé une date, le 26 mai 2007. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est le premier festival Philosophia. Ah. C'est-à-dire que c'est une fête annuelle de la philosophie dont vous êtes présidente. Oui, alors moi je suis arrivée dans ce festival, pas au tout début, puisque je suis d'abord arrivée comme intervenante. J'étais invitée pour parler. D'ailleurs, le thème de ce festival, c'était la politique. Et c'est un festival de philosophie qui se tient donc tous les derniers week-ends de mai à Saint-Émilion. Donc en plus, on boit du très bon vin, ouais. ce qui ne gâche pas la fête. Et c'est un festival vraiment extraordinaire. J'en étais tombée amoureuse en y intervenant, donc. Et je me disais, c'est comment ils ont réussi à articuler à la fois le monde académique de l'université, qui est souvent assez fermé. Oui. C'est difficile d'arriver à créer des passerelles entre ce monde-là et le monde de la vie, quoi. Et là, à la fois, il y avait vraiment la présence de chercheurs, d'enseignants, de professeurs de philosophie, et un grand public, pas du tout forcément philosophe, vraiment des gens qui venaient de partout, qui avaient des formations complètement différentes, certains qui n'avaient pas passé le bac, et qui revenaient d'année en année parce que ils avaient besoin de s'enrichir, d'écouter, de trouver du sens. Et ça m'avait vraiment beaucoup ça m'avait fasciné cette première fois où j'étais allée, puis on avait été merveilleusement bien reçus. Voilà. Et donc de fil en aiguille, j'ai proposé mes services en disant si je peux aider, donc je me suis inscrite dans l'association. J'étais petite main d'abord, et puis jusqu'à en prendre en effet la présidence pour essayer de maintenir coûte que coûte ce festival qui, encore une fois, draine un public très populaire et très nombreux dans une ville ravissante qui est Saint-Émilion. Donc c'est sûr que ça aide parce que tout peut se faire à pied, on va d'un lieu à un autre, c'est gratuit, donc on vient écouter des débats, des tables rondes, des conférences de
grands philosophes. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable, quoi. C'est un luxe à la portée de chacun et ça fonctionne très bien. Donc je suis très heureuse d'en être aujourd'hui la présidente. Ensuite, on sait que la culture aujourd'hui c'est difficile, que les subventions baissent et voilà. Donc en fait c'est un vrai gros boulot d'essayer de maintenir ce festival parce que par les temps qui courent, c'est pas simple. Oui, d'autant plus que le public est très populaire, ne connaît pas forcément la philosophie et qu'il faut être très simple dans ces conférences. Oui et non. Alors c'est ça qui est très intéressant, c'est que il y a une vraie exigence dans la parole des intervenants et en fait le public demande cette exigence. Ils ne veulent pas qu'on leur donne de la bouillie, quoi. Il y a une vraie enfin, voilà, il y a une demande de difficulté. Et ça, moi, je trouve ça très émouvant. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression qu'il faut qu'on mâche le travail, qu'il faut vulgariser à outrance. En fait, non. Les gens, ils ont envie que ça soit difficile. Ils ont envie de se colter à la difficulté parce que ça élève, quoi. Et donc, en réalité, il y a un très bon niveau dans la parole des intervenants. Évidemment, c'est pas avec on essaye de limiter le vocabulaire hyper technique et hermétique et excluant, mais en revanche, le niveau de pensée, il est vraiment, il y a aucun compromis fait avec lui, quoi. Et c'est même encourageant parce que ça veut dire que le public n'est pas aussi nivelé par le bas qu'on peut l'imaginer. Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, il est en demande d'une vraie exigence intellectuelle et quand on propose, le public vient. Donc non, au contraire. Après, c'est exponentiel, c'est-à-dire plus c'est exigeant, plus il y a un désir d'exigence. Voilà, et plus on rabaisse, moins il y a ce désir de quelque chose d'un peu plus difficile, quoi. Il y a des expositions, des concerts, il y a un atelier pour enfants, c'est assez étonnant. Oui, on fait aussi de la philosophie pour enfants, on a un prix philosophie à jeunesse. On travaille beaucoup, on essaie beaucoup de travailler aussi, alors ça un peu en dehors du festival, mais ça fait partie du festival, sur la fracture territoriale. Donc on essaye d'aller dans des endroits très reculés de la grande ruralité pour amener un petit peu comme ça la pensée et puis des personnalités qui viennent de Paris ou de Bordeaux. Voilà, on essaye de casser un petit peu cette espèce d'autocensure qui peut être celle de jeunes élèves qui habitent dans un village et qui pensent que c'est pas pour eux. Voilà. Donc on travaille aussi beaucoup là-dessus à travers la philosophie. Alors il y a aussi effectivement Saint-Émilion, et Saint-Émilion, ça a été évoqué par un chanteur célèbre. Car le bon vin de Saint-Émilion, ça vous donne un cœur de lion. Ah, qu'il était content de Vous ne connaissez pas Billy le Bordelais par Jodassin? Non. Et il évoque le Saint-Émilion. D'ailleurs, il a chanté au Stade Français à Bordeaux. Et il a été fait compagnon de Bordeaux. Il est reparti avec 2 caisses de Saint-Émilion. Pas mal. Ouais, c'est pas mal. Alors, effectivement, en plus, les vignobles, je ne sais pas si vous le savez, mais le premier vignoble classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, c'est celui de Saint-Émilion. Et avant, ça n'existait pas. C'est un symbole de la France. Alors, la passion de la philosophie, finalement, ça vous est venu petit à petit, Mazarine Pinjot? C'est arrivé pendant mes études. J'avais très envie de faire de la philosophie déjà au lycée. Et puis j'ai commencé d'abord par les lettres. Et puis je suis très rapidement revenue à la philosophie. Oui, je pense que j'avais envie de comprendre un petit peu, comme tout le monde, cela dit. Mais c'est vrai que cette discipline me convenait bien, d'abord parce qu'elle exige un dialogue, un accompagnement, une discussion, un enseignement. C'est difficile d'être totalement autodidacte en philosophie, même si on peut, bien sûr, comme pour tout. Mais je trouvais en tout cas, c'est la raison pour laquelle moi je suis devenue prof de philo, c'est que je pense que ça passe par cette espèce de transmission qui est très noble dans la philosophie. Cette espèce vraiment de dialogue, de dialectique. Et ça, c'est, moi j'ai vraiment, la question de la transmission est une question au cœur à la fois de ma pratique, mais aussi de mon questionnement. Et donc, la philosophie était pour moi la discipline qui s'est prêtée le plus. Pour la littérature, d'une certaine manière, alors peut-être que je me trompe et que des professeurs de littérature trouveraient honteux ce que je vais dire, mais j'avais l'impression qu'on pouvait avoir un rapport immédiat au texte sans qu'il soit nécessairement médiatisé par un enseignant. Alors que pour la philosophie, ça me paraît beaucoup plus difficile. Alors il se trouve qu'au départ, vous êtes devenu docteur en philosophie. Je crois que vous avez soutenu une thèse sur René Descartes. Oui.
Pourquoi René Descartes? Parce que c'est un auteur extraordinaire, parce que je mets dans mon panthéon les méditations métaphysiques. C'est pour moi l'un des textes les plus, à la fois les plus beaux, les plus profonds qui soient. C'est pas le seul, il y en a beaucoup d'autres, mais c'est un auteur que j'aime, auquel j'adhère quasiment intégralement, même si aujourd'hui il est très décrié pour des mauvaises raisons, parce qu'on ne retient de lui que sa caricature. Mais je pense qu'au contraire, il a été au cœur de la possibilité d'une véritable émancipation. Et non, c'est un auteur fondamental pour moi et pour la philosophie en général. Il y a une anecdote, c'est que Jean et Jérôme Tarot, qui ont été les deux frères élus à l'Académie française, Jean disparaît et Jean Cocteau lui succède. Il a débuté son discours en disant « Tarot, c'est Descartes ». C'était l'esprit de Jean Cocteau. Ouais. Alors, vous avez enseigné d'abord à Aix-en-Provence, vous avez enseigné à Paris et maintenant à Bordeaux. C'est une évolution. Vous tenez absolument à cet enseignement, Mazarine Pinjot? Ah oui, j'y tiens et j'aime ça. Enfin, c'est le cœur de mon métier, même si je fais de la recherche aussi à côté, mais j'aime enseigner. Non seulement j'aime enseigner la philosophie, alors à Bordeaux je fais aussi de la culture générale, mais parce que voilà, encore une fois, c'est une discipline qui s'y prête, et lire des textes de philosophie, on y trouve toujours quelque chose de nouveau. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a une profondeur sans fin d'un grand texte de philosophie. Donc j'aime ça, j'aime l'enseigner et j'aime être toujours en contact avec les jeunes générations. Je trouve que c'est extrêmement important. On sent le pouls du pays, des évolutions, des modes aussi. Et parfois des révoltes. Enfin, j'aime. Enfin voilà, j'aime. Et ce qui est étonnant, c'est que vous enseignez aux plus grands, mais en même temps, vous avez pensé aux enfants en écrivant un jour une initiation à la philosophie pour les enfants. C'est un document avec Nathalie Kuperman. Oui, alors on a écrit un livre de philosophie pour enfants, mais en réalité, alors là justement, je reviens à la fiction parce que on a considéré que pour faire de la philosophie avec des enfants, il fallait nécessairement passer par la fiction et faire travailler l'imaginaire philosophique qui est une faculté philosophique, l'imaginaire aussi, et que c'était toujours mieux de proposer d'abord une histoire dont chacun peut s'emparer de manière différente pour commencer à questionner le monde. Alors voilà, chaque fois il y a des grandes questions philosophiques, mais qui sont traitées à travers une fiction. Et donc la fiction permet aux enfants de s'approprier en fait les questionnements, parce que en philosophie l'idée c'est de pas asséner un discours déjà ficelé et dogmatique. C'est vraiment d'apprendre de laisser l'autre essayer de s'emparer, de s'approprier des outils et penser. C'est-à-dire que on n'est vraiment pas dans quelque chose de passif. On est toujours dans une forme d'activité. Et pour ça, la fiction est formidable, en tout cas pour les enfants, parce que justement, il y a un aspect très, très actif dans l'écoute de la fiction, dans la lecture de la fiction. Oui, et en même temps, c'est peut-être une façon de déclencher des vocations. J'espère. Et je trouve que la philosophie, elle devrait être encore plus au centre de nos vies. D'abord comme capacité de toujours remettre en doute un petit peu nos convictions, nos préjugés, et je trouve que, je sens à la fois un désir de philosophie qui est assez prégnant, un peu partout comme ça, et en même temps, ça a du mal à se concrétiser d'un point de vue institutionnel. Donc voilà, la réforme du bac a fait que la dissertation de philosophie est devenue un petit peu portion congrue. Donc je trouve que c'est très triste parce que c'était un moment un peu important, un rituel, une sorte de rite initiatique. Et donc j'espère qu'on va remettre la philosophie au cœur de l'enseignement, parce que je vois pas comment on peut être un citoyen sans faire de la philosophie. Alors il y a le côté philosophe, enseignante, et puis il y a le côté femme publique avec les chroniques à la radio, à la télévision et les romans. Ça c'est autre chose, vous arrivez à combiner les deux, Mazarine Pinjot? Oui, j'aime bien combiner plusieurs choses. C'est ma manière de me reposer d'un domaine en faisant un autre, et puis c'est aussi ma manière de ne pas appartenir à quoi que ce soit. Alors c'est parfois il faut en payer le prix, parce que de ne pas totalement appartenir fait qu'on est toujours un petit peu un pied dedans, un pied dehors, et donc toujours un petit peu à côté, mais en même temps moi c'est une forme de protection. Et puis
j'ai besoin de me nourrir par différentes formes. Et c'est vrai que l'écriture littéraire n'a rien à voir avec l'écriture philosophique, mais rien, vraiment. Et donc, l'un, encore une fois, me repose de l'autre. Enfin, me repose, en tout cas... voilà, c'est mes deux cerveaux qui ont besoin de travailler parallèlement, je dirais. Et puis après, pour ce qui est de la critique, je fais pas beaucoup d'audiovisuel en réalité, hein, mais j'en fais quand on me propose quelque chose de chouette, d'intéressant. Je dis oui. Ouais. Et c'est souvent aussi dans des histoires d'amitié ou voilà, dans des histoires de bande. Ça aussi, c'est un aspect important. Hein. Voilà. Et le roman, c'est essentiel. Vous en faites un tous les 2 ans. Et justement, il y a un nouveau qui est sorti le 23 août 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Mazarine Pinjot. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Mazarine Pinjot. Donc on a parlé de la philosophe, de vos études, de votre paternité. Et là, c'est la romancière, je crois que c'est le 15e ou 16e roman. Chez Mialet Barreau, paraît Le Salon de Massage. Un roman qui a pour cadre un univers finalement dont on parle peu dans les romans. Le salon de massage, c'est assez original. Oui, alors en tout cas, la première partie a pour cadre un petit salon de massage de quartier, un salon de massage taille, dont on se demande toujours si c'est un lieu de prostitution ou un salon de massage, enfin voilà, pour les gens du quartier. Et donc oui, j'aime beaucoup ce décor. Je trouve et comment est venue l'idée justement ? Ça, j'aurais du mal à vous dire. Mais ça me fascine toujours, moi, ces lieux. Il faut pousser la porte pour ça, enfin voilà, pour essayer de comprendre l'ambiance avec des femmes souvent qui parlent pas le français, qui travaillent, donc on ne sait pas si elles sont totalement exploitées ou si, enfin, je sais pas, c'est des endroits un petit peu interlope, un peu, enfin, ouais, moi ça me fascine toujours ce genre d'endroit. Et c'est vrai que on en voit beaucoup, même dans Paris et ailleurs, ils ouvrent et ils ferment régulièrement. D'ailleurs, les salons de massage au 19e siècle, dans les pays anglophones, c'était la maison close, carrément. Et en 1894, la British Medical Association a mené une enquête sur les compétences et les pratiques des masseurs à Londres, et c'était prostitution, endettement, diplôme falsifié. Là, et c'est vrai que on se pose toujours des questions. Dans les journaux, on voit ça ouvre, ça ferme, mais vous n'avez pas été traîné là-dedans, vous avez juste regardé la façade. Oh non, je suis rentrée, enfin, quand même. Bon, ah bon. Il faut que je m'informe. Et puis j'adore ça. Non, mais il faut rentrer. Oui. En plus, c'est pas que des salons où il y a la prostitution, hein. Ça peut être des salons tout à fait normaux. Mais en revanche, ce qui est important, c'est que justement, ça soit des petits salons de quartier. C'est pas genre des trucs de spa hyper luxueux. Bon, ça existe aussi. Hein. Mais je trouvais plus intéressant ce lieu où finalement on vende un espace un peu étrange où on vend une forme de plaisir, de détente, mais ça fait partie de la vie active, quoi, d'une certaine manière. Donc non, bien sûr que j'ai ouvert la porte. Alors, vous avez imaginé une jeune femme marocaine qui doit aller chez le psy et puis finalement rentre dans un salon de massage. Oui, parce que pour le même prix, elle se dit finalement c'est quand même beaucoup plus agréable, quitte à être allongée, autant se faire masser. Et en plus, c'est des moments où elle lâche prise, en fait. Où il y a quelque chose qui se passe, qui se joue en elle, où elle sort complètement de son quotidien, de sa réalité. Elle est institutrice dans le 12e, où elle change un peu de monde et surtout où elle accède à elle-même, à une forme de désir. C'est un livre beaucoup sur la question du désir. Oui. La difficulté d'arriver à identifier son désir et en même temps à le suivre quand même et à pas complètement l'étouffer comme ça peut arriver dans une vie hyper active où tout est déjà un peu dessiné. Le mari, les enfants, le boulot, les machins. Enfin, elle a pas d'enfants et elle a juste un petit copain, elle est toute jeune, mais l'idée c'est vraiment pas passer à côté de ce que peut lui murmurer un désir un petit peu étouffé par une vie qu'on lui promet. Et donc c'est dans cet endroit-là qu'elle arrive à être le plus à l'écoute d'elle-même. Alors pas d'elle-même au sens où il faudrait être ultra narcissique et ne faire attention qu'à soi. C'est pas du tout un truc de ego trip ou je sais pas quoi. Non, c'est l'inverse justement. C'est ne pas être formaté par voilà, parce que la société décide pour vous à tel moment. Voilà. Et c'est finalement, vous évoquez le rêve de beaucoup d'autres femmes qui ont un désir et qui ne l'accomplissent pas.
Alors voilà, elle suit son désir, mais du coup, il lui fait faire quand même pas mal d'erreurs. Enfin, en tout cas, il l'amène dans des endroits où elle n'aurait pas forcément dû aller. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle suit le risque, parce que suivre son désir, c'est forcément s'affronter au risque. Et puis elle y va, donc elle y va, mais bon, elle va en payer le prix, quoi. Elle en paye le prix, mais voilà, en fait, c'est un peu un roman initiatique. C'est une jeune femme qui se cherche et qui n'a pas beaucoup de... elle n'a pas grand-chose pour savoir qui elle est, ce qu'elle devrait pouvoir devenir. Elle a une famille, elle a perdu son père très tôt. Sa mère, elle peut pas trop lui demander quoi que ce soit. Son copain, il est tellement parfait que il pourrait pas comprendre quelles sont ses failles et puis ses ambivalences, parce que c'est un personnage très ambivalent en fait. Et donc elle cherche quelque chose pour lequel elle a pas beaucoup d'indices, quoi. À savoir être un peu en accord avec ce désir. Et ouais, c'est vraiment un livre sur le désir. Ouais, et c'est un sujet que vous aviez envie de traiter depuis longtemps, ou c'est venu comme ça? C'est venu un peu comme ça, mais il y avait quand même toujours cette question. J'avais en fait envie depuis un moment d'écrire une histoire d'amour, enfin vraiment de mettre les pieds dans le plat et d'aller vers quelque chose de très... très évident, une grosse histoire d'amour, un truc qu'on essaie de pas faire normalement, mais là j'avais envie de ça. Et bon, j'avais mis ça de côté et puis je sais pas comment c'est arrivé cette histoire. Enfin vraiment, je sais pas. J'ai commencé à écrire et puis ça m'a amené là, puis ça m'a amené là et puis à un moment donné, je me suis dit allez, je la traite cette histoire d'amour, parce que il y a une histoire d'amour au milieu, une histoire de désir aussi, physique, et puis une histoire d'amour, mais qui est très mal partie et qui est vraiment même malvenue, parce que elle est pas tout à fait possible, quoi. En tout cas, elle va un petit peu inquiéter les positionnements sociaux et voilà. Donc j'avais envie de travailler là-dessus, mais avec un personnage très ambivalent. Voilà. Et vous évoquez aussi dans ce livre le problème de cette jeune femme, Mazarine Pinjot. Elle est victime de ce que vous appelez la névrose parisienne. Oui, la névrose parisienne, oui. Il y a pas mal de névroses parisiennes, en fait. Oui. Mais en tout cas, on peut se perdre vite dans une vie urbaine, je trouve. On peut se perdre vite et justement, elle redonne un petit peu de chance à ce désir, c'est-à-dire à essayer de ne pas être que dans les clous, quoi, de résister au formatage, d'être à côté. Alors encore une fois, là aussi, elle en paye le prix, parce que c'est pas simple d'être à côté de ce qui se fait, de la façon de penser la plus en vogue, ou voilà. Et donc elle est toujours un peu à côté d'elle-même, à côté de ses pompes, à côté des autres, mais elle finit par tracer son chemin. Voilà. Mais vous évoquez aussi dans ce livre, Mazarine Pinjot, un sujet d'une brûlante actualité, c'est les femmes d'aujourd'hui, les collectifs qui veulent défendre certaines appartenances. Et ça, c'est très présent dans le livre. C'est présent dans la première moitié. C'est qu'elle se retrouve dans un collectif où, à la fois, c'est là où je parlais d'ambivalence, à la fois elles trouvent qu'elles ont raison, parce que c'est difficile de parler de ce livre en fait sans trop raconter, parce que très rapidement il va y avoir un scandale autour de ce salon de massage. Et donc elle va se retrouver dans un collectif de femmes dont elle ne partage pas toutes les convictions, et d'ailleurs toutes sont très différentes. Donc en réalité, elle se retrouve autour d'une affaire, quoi. Et donc chacune réagit un peu différemment. Sauf que elle est embêtée parce que à la fois sur le principe, elle trouve qu'elles ont raison, mais dans son affect, elle n'est pas en accord avec ce qu'elles défendent. Et donc, elle ne ressent pas la colère que les autres ressentent, et elles se sont vraiment en porte-à-faux. Donc, elle se demande, est-ce que je dois y rester, pas y rester. Donc, voilà, c'est des questions en fait de l'individu face au collectif, que je trouve être une question très importante aujourd'hui, très difficile à manier, parce que les collectifs sont puissants, et heureusement, parce que c'est ça qui fait avancer les causes politiques. Mais en même temps, quand on est un individu un peu en marge, c'est très difficile. Oui, et en même temps, vous évoquez un sujet d'actualité avec les haines qu'on peut trouver sur Internet. Et là, vous dites qu'il faut faire attention parce qu'il y a souvent des propos haineux et on va beaucoup trop loin. Oui, mais ça, c'est sûr. Mais, mais ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est les dynamiques de groupe. Et c'est des dynamiques de groupe qui fonctionnent aussi sur des exclusions. Quelle que soit la légitimité du combat. Et ce personnage, j'ai voulu
le créer justement parce que c'est un personnage qui est souvent en porte-à-faux, qui ne sait pas appartenir à des groupes en fait. Dès qu'elle est dans un groupe, même si elle est d'accord avec ce qui sera défendu, en fait, elle n'arrive pas à appartenir. Elle n'arrive pas à faire corps. Et donc, forcément, à un moment donné, elle sera rejetée. C'est aussi quelque chose qui vous intéresse, ne pas faire corps avec les autres. Vous avez toujours eu une certaine indépendance par votre destin, peut-être. Oui, c'est quelque chose qui m'intéresse à la fois à analyser, parce que c'est aujourd'hui, surtout, vous l'avez dit, avec Internet, des groupes rapidement peuvent se créer et se souder autour de l'invective et autour du rejet. Mais on le voit malheureusement dans les drames qu'on a connus sur le harcèlement, ce genre de choses. Bon, ça, c'est des exemples extrêmes, hein, mais on voit les dynamiques, comment fonctionnent les dynamiques. Et c'est vrai que, bon, moi, peut-être, je sais pas, c'est peut-être mon histoire, j'en sais rien, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à appartenir complètement. J'aime à la fois appartenir, parce qu'on a toujours besoin d'une appartenance, d'une famille, enfin voilà, c'est très réconfortant, et en même temps, c'est difficile d'y appartenir complètement. Il y a toujours un moment où il y a une petite voix critique, ou un sentiment d'étouffer, enfin je sais pas, quelque chose qui fait que c'est difficile, parce que appartenir à un groupe, ça veut dire acquiescer à beaucoup de choses, alors que la complexité de la vie fait qu'on peut pas acquiescer à tout. Alors dans un combat politique, oui, mais voilà, c'est la difficulté, je trouve, du citoyen aujourd'hui, d'être à la fois dans des combats collectifs et en même temps de garder quand même une forme de subjectivité. Voilà. Alors vous avez dénoncé, je me souviens un jour dans Le Monde, les extrémistes de la médiocrité. Finalement, c'est la suite logique, ce livre. Oui, alors c'était pas du tout la même, tonalité, puisque c'était une tribune, donc forcément toute tribune est toujours un peu polémique. Alors que là, c'est un roman, pour moi, ça peut pas être une tribune. Un roman, c'est vraiment le lieu de la complexité, où les différents points de vue s'expriment, et où c'est pas un pamphlet politique. Je trouve qu'aujourd'hui, la littérature souffre beaucoup d'être réduite à une thématique ou à un combat. Pour moi, la littérature, elle doit aller là où ça fait mal, là où où justement c'est ambivalent, ça peut pas être un pamphlet politique, un roman, sinon on perd la complexité des choses. Ce qui veut pas dire que l'auteur lui-même doit pas être engagé politiquement. Mais je trouve que rabattre un livre sur le message, c'est ce qu'il y a de plus pauvre en termes littéraires. Et donc voilà, aujourd'hui, je trouve qu'on est un peu pris dans cette tenaille où il faut être, il faut qu'un livre soit du côté de la morale, et ça, je pense que ça fait pas bon ménage, la morale et les littératures, même si par ailleurs on peut mener une vie avec des idéaux très forts, etc. Mais pas dans le lieu de la littérature. Alors il s'agit pas non plus d'écrire de la littérature réactionnaire, mais là aussi ça voudrait dire que c'est le combat politique qui prime à l'intérieur du livre, et moi je pense qu'il faut l'évacuer. Oui, et même il y a quand même en filigrane dans la seconde partie l'emprise d'un homme sur une femme. C'est aussi un sujet qui était largement évoqué aujourd'hui. Oui, alors l'emprise, elle est réciproque. Souvent elle est réciproque d'ailleurs, hein. Faut pas oublier qu'on est deux, mais parce que finalement c'est quand même elle qui, enfin je raconte rien, mais oui, bien sûr, de toute façon dans les relations amoureuses, c'est aussi pour ça que j'avais envie d'écrire une histoire d'amour et d'amour physique, parce que j'ai l'impression que cette question du désir, du corps, elle est très évacuée de la scène publique aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas non plus d'en faire un objet public, mais je trouve qu'elle est très moralisée aujourd'hui. J'ai l'impression que le sexe, c'est devenu sale, que c'est nécessairement traversé que par des rapports sociaux. Bon, malheureusement, le désir, il n'est pas moral, quoi. Le désir, on ne choisit pas. Et c'est pour ça que parfois, il est violent. C'est qu'il nous mène dans des lieux où on n'a pas envie d'aller. Enfin, et je trouve que c'est intéressant d'en réécouter un petit peu la voix, enfin de voir comment il fonctionne, et que il est à l'opposé. Alors je sais que la psychanalyse aujourd'hui a très mauvaise presse, mais en l'occurrence, enfin elle dit quelque chose de juste, c'est que le désir il choisit pas, quoi. Et il est violent, hein, il est pulsionnel. Alors après on peut le réfréner, on peut heureusement dialoguer avec. On n'est pas uniquement mu par son désir, mais encore faut-il essayer de l'entendre.
Le désir, je suis sûr, de celles et ceux qui nous écoutent, ce sera de se plonger dans ce salon de massage chez Mialet Barreau. Et j'ai remarqué d'ailleurs que régulièrement, il y a toujours une bouteille de Saint-Émilion dans le livre. Donc on la boira. Hommage à Philosophia. Voilà, et on la boira à la santé du succès de ce livre que vous méritez. Merci Mazarine Pinjot, et puis continuez à travailler autant dans tous ces domaines qui vous sont chers. Merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.